Cette Pas de problème. conférence va maintenant être enregistrée. Une centaine d'entre vous et à huis clos pour le conseil d'administration, ici sur le site d'ID Center. Alors pour optimiser le fonctionnement, nous demandons aux participants en visio de couper leur micro et leur caméra. Pour toute question ou intervention, vous pouvez soit intervenir sur le chat, petite bulle en haut à droite sur l'application, soit y demander la parole. Et à ce moment-là, Justine agira comme un modérateur. Merci Justine pour relayer les questions et donner la parole. Si vous prenez la parole, merci de rallumer votre caméra et votre micro, bien sûr, et de vous présenter. Alors, programme de cet AG. Il faut que je pense à passer les slides en même temps. Introduction du président, bilan d'activité 2019, rapport financier et social, retour sur la crise du Covid, et puis une ouverture sur l'hydrogène. Sans plus tarder, je laisse la main à Michel Albrieux pour introduire cette assemblée générale. Il faut juste faire une procédure. Ça marche. Bon, on va pas le faire. Pardon. Jean-Marc, désolé, comme ça. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans des conditions beaucoup plus confortables que l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, la canicule. Bienvenue à vous. Concrètement, Montblanc Industrie, on se rappelle, nous sommes 350. Nous sommes 350. 300 entreprises, acteurs des systèmes mécaniques intelligents, 50% acteurs de la mécanique de précision, 50% autres. Territoire, les deux Savoies, principalement la Haute-Savoie. Donc, concrètement, nous sommes une communauté, un réseau très fort. Cette AG est importante. 2020, probablement, je ne serai pas là à la fin du 21e siècle, mais probablement 2020 sera une date comparable à 2029. Donc, nous avons à gérer une crise sans précédent. Donc, concrètement, Montblanc Industrie, on se rappelle, vous l'avez créé, je n'étais pas là, nous l'avons créé en 2008 principalement. Et la mission de Montblanc Industrie, c'est la performance des entreprises, la transformation des entreprises. Et beaucoup d'entre vous, si vous êtes là encore, nous sommes là encore, c'est parce que nous sommes plus performants et que nous avons su nous transformer. Et 2020, concrètement, il faudra faire encore beaucoup plus que ce qui a été fait en 2008-2009. On va parler au cours de cet AG, vous avez vu le bilan d'activité 2019. Point important pour Montblanc Industrie a été le rapprochement avec Viameca. Il fallait être audacieux pour créer SIM. Je tiens à saluer Philippe Morin-Perrier qui doit nous écouter. Le président initial de Viameca est maintenant président de SIM. C'est pas simple de créer une alliance. Tous les jours, nous avons des surprises. Il faut s'adapter, se connaître, mieux se connaître. Dieu sait si les Hauts-Savoyards sont originaux. Concrètement, nous sommes maintenant plus de 500 entreprises, plus de 50 000 salariés sur différents territoires industriels rhône-alpins, Auvergne et Rhône-Alpes. Et nous avons combiné nos forces, si celle de Montblanc Industrie et principalement celle que je viens de citer préalablement, la performance, aider les entreprises à être performantes et à se transformer, avec l'accompagnement de projets d'innovation collaborative. Viameca était très fort dans tout ce qui est projet d'innovation collaborative, avec concrètement un savoir-faire certain de fédérer les acteurs de la recherche et de la formation. Et ceci nous permet d'être beaucoup plus présents sur le territoire, non seulement Auvergne-Rhône-Alpes, mais national et international, européen, ne serait-ce que pour aller chercher des subventions, mais aussi évidemment des partenariats. 2020,
comme je l'ai dit tout à l'heure, est le début d'une nouvelle époque, j'allais dire, concrètement. Donc, on en reparlera. Vous avez vu que déjà Montblanc Industrie vous aide. Vous avez tous, beaucoup d'entre vous, participé à des webinars. Vous avez beaucoup aussi participé et contribué à l'Observatoire dont on parlera tout à l'heure. Je vous souhaite à tous une très bonne Assemblée générale. Voilà, alors vous avez tous reçu le rapport, le bilan d'activité au préalable avec la convocation, donc vous en avez pris connaissance. Je vous propose simplement de revenir sur quelques chiffres clés et temps forts de l'année 2019. Donc 341 membres font partie de Montblanc Industrie, représentant 310 entreprises, 31 institutionnels, collectivités, organismes de recherche, 27 000 emplois pour ces acteurs et 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 60% à l'export. L'année dernière, 38 rencontres interadhérents ont été réalisées par Montblanc Industrie et 40 événements en partenariat, soit 78 au total. 128 actions ont été réalisées, dont 83 portées par Montblanc Industrie, 45 en partenariat. Et 204 entreprises se sont impliquées dans ces actions à raison de 6 actions en moyenne avec un taux de participation de 72%. Voilà pour donner un panorama de ces entreprises qui sont à 90% des PME et quelques grosses ETI que vous connaissez ou grandes entreprises que vous connaissez sur le territoire avec une activité très diverse comme l'a souligné Michel. Mécanique de précision au sens large et système intelligent. Je vous propose de revenir sur 2019 en images à l'aide d'un petit clip que nous avons recyclé, économie circulaire oblige. Montblanc Industrie et son réseau, une ambition commune pour le territoire. Montblanc Industrie a constitué un pool d'industriels confrontés à la réalité de l'industrie et à ses exigences. Cap sur l'industrie du futur. Notre mission ? Favoriser l'innovation globale pour accompagner les entreprises industrielles adhérentes sur un chemin de progrès et de croissance profitable et durable. Innovation technologique, progrès, industrie durable, réseau et benchmark, attractivité territoriale et rayonnement. De grandes missions menées conjointement avec nos partenaires dans une dynamique de projet en continu. L'innovation collaborative, renforcée par le pôle de compétitivité SIM, permet à Montblanc Industrie de faire émerger des projets de rupture technologique, avec notamment IoT for Industry, permet de cofinancer et développer des projets collaboratifs européens intégrant l'IoT, le Big Data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité dans les outils de production et les machines. Le Club Hydrogène, un réseau d'échanges entre industriels et universitaires pour participer en tant que fournisseur de technologies et de solutions mécaniques aux initiatives et au développement de la filière. La visite d'AMD Décolletage qui s'inscrit dans une démarche de transformation numérique après avoir mené une réflexion globale sur son organisation pour bâtir l'usine du futur. Entre performance et innovation managériale, Montblanc Industrie accompagne les entreprises dans leur mutation. Nous agissons notamment au cœur d'un projet d'économie circulaire, en partenariat avec le réseau Green, pour le déploiement d'une plateforme numérique afin que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Nous sensibilisons à la veille stratégique et à l'intégration du digital au sein du programme Intelligence économique avec des ateliers de sensibilisation et d'accompagnement individuel. Nous soutenons les entreprises dans leur démarche de progrès continu avec le label Montblanc Excellence Industrie qui intègre les enjeux de l'industrie 4.0. Montblanc Industrie met en réseau plus de 300 entreprises. Nous favorisons les synergies. Des rencontres thématiques interadhérents régulières, un partage de bonnes pratiques au travers de visites d'entreprise, des clubs et communautés de pratique, des rencontres 12-14, un apport d'expertise avec les clubs Excellence ou encore lors de workshops avec les partenaires sur les marchés émergents
ou les nouveaux modèles économiques. Nous animons en permanence notre réseau, y compris via notre site internet et les réseaux sociaux. Montblanc Industrie est actif dans divers écosystèmes au local, régional, national et international. Au local, nous nous associons dans les rendez-vous clés de notre territoire liés à nos activités. En 2019, les pôles Montblanc Industrie et Viameca se sont rapprochés pour créer SIM en Auvergne-Rhône-Alpes, premier pôle de compétitivité français sur les systèmes mécaniques intelligents. Avec SIM, nous accompagnons nos adhérents sur les programmes régionaux, nationaux et européens. Nous coopérons avec des clusters internationaux, en particulier au Québec, pour offrir des opportunités à nos entreprises. C'est vous, entreprises industrielles et partenaires, qui nous donnez la force de porter cette ambition pour le territoire. Faire partie de Montblanc Industrie, c'est l'aventure du collectif au service d'un avenir plus engagé et plus déterminé que jamais sur un chemin d'innovation responsable. Montblanc Industrie, accélérateur de croissance. Voilà, petit film créé il y a 2 ans et que nous avons mis à jour dans le cadre d'une opération de recyclage. Alors, c'est l'ensemble des actions que nous avons portées ou organisées, réalisées, sont réparties par typologie dans un plan d'action, par axe analytique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque ligne, mais voilà, vous avez les actions d'élaboration de la stratégie avec la gouvernance, de labellisation des projets, activités qui remontent en 2020 sur SIM, la vie de l'association, le fonctionnement du pôle, hein, c'est les catégories A, qui sont subventionnables en fait à 100% hein, par les financeurs. Les catégories B, ça va être tout un tas d'actions, par exemple la communication et l'animation des adhérents. Là, on retrouve beaucoup d'actions. Les clubs, les différents clubs, les communautés de pratique, les conférences, les visites d'entreprises. La communication hors adhérents et les partenariats, hein, c'est tout ce qui concerne nos partenariats avec d'autres organismes, d'autres écosystèmes en France. L'interclustering, là on est hors France, par exemple avec l'émission France-Québec. L'intelligence économique, notamment avec la plateforme de veille à disposition des adhérents portée par l'OSST, mais que nous finançons. L'usine à projet, la détection et l'émergence de projets, là aussi, activité qui remonte sur SIM en 2020, déjà d'ailleurs à partir de septembre 2019. L'articulation avec les groupements, le GIE Val-Essor, l'articulation avec les groupements marché Nexine qui sont portés par le syndicat du décolletage, les salons également avec la CCI ou avec la Chambre des métiers dans le cadre du plan de développement international. La RSE, alors énorme activité hein, qui a été structurée en 2019 avec notamment une communauté de pratique qui est née, hein, qu'anime Justine, ou encore le projet qui a été décrit là dans le film Upcyclarve d'économie circulaire en réseau en partenariat avec Green. Le label Montblanc Excellence, démarche de progrès, 47 sites sont labellisés. Le financement, tout ce qui est aide au financement, notamment le prêt à taux zéro avec nos partenaires bancaires, Banque Populaire, Auvergne-Rhône-Alpes et Crédit Agricole des Savoies. Et puis le projet européen IoT for Industry dont vous avez eu une illustration. Voilà, donc ça nous conduit au budget de dépenses analytiques. Alors, toutes ces actions ont un coût à la fois interne et externe, et donc on retrouve de manière analytique le comparatif entre le réalisé et le budgété, et avec des écarts. Et vous voyez qu'on a pu maîtriser la dépense, notamment en réalisant des économies sur les dépenses externes d'animation de la communauté des membres et du label Montblanc Excellence en dépenses externes, avec 947 kg € de dépenses. Et c'est une transition toute trouvée et logique vers la présentation des rapports financiers et sociaux. J'appelle Laurence Dumazer, trésorière de l'association. Je l'invite à me rejoindre.
Et je vais te laisser la parole, je vais te passer les slides si tu veux. Correction technique. Voilà, donc pour le compte de résultats, pour les recettes, donc on retrouve les subventions, hein, bien sûr, des collectivités. On retrouve les cotisations d'entreprise. Voilà, on retrouve cotisation entreprise, liquidation, Hermont Blanc, il n'y a rien parce que c'est terminé maintenant. Le GIE et les autres, CICE et Green. On retrouve la participation au Québec qui n'a malheureusement pas eu lieu. Hein. Il y avait un chantier pilote d'organiser avec le CETIM qui n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'IoT, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est nouveau. On a vu le programme tout à l'heure. Concernant le label, on était plus ambitieux, mais il y a aussi un poste de mutation des entreprises qui n'a pas été maintenu. Mais les dépenses sont toujours proportionnelles les recettes et dépenses sont proportionnelles, hein, donc on est plus bas, mais on verra au niveau des dépenses, on est plus faible. Les subventions, revitalisation Avantix. Au niveau de Expansion 2020, on a dû rembourser de la TVA, c'était les diagnostics de ZEO. Et on met toujours en évidence la valorisation du temps passé par les entreprises et la part privée et part publique. Donc, on est toujours à cet équilibre de 58%, 42%. Donc, au niveau des recettes, un grand merci à tous, à toutes les entreprises, aux collectivités locales et aux partenaires. Sans ces recettes, le fonctionnement de l'association ne serait pas possible. Au niveau des dépenses, au niveau de... Il y a eu effectivement des dépenses concernant les autres charges d'exploitation. La première ligne concerne de la sécurisation de l'outil informatique avec des sauvegardes des systèmes externes. Vous voyez, Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, la bonne maîtrise des dépenses de communication. Je ne passe pas toutes les lignes, hein, ce n'est pas nécessaire, vous les avez sous les yeux. Le label, donc, les dépenses sont plus faibles que prévues, puisque les recettes sont plus faibles également. Communication et amélioration continue du diagnostic, dépenses maîtrisées, puisque le label est moins important. Voilà, on arrive donc à cet équilibre. On va passer au bilan, je pense. Voilà. Donc, sur le bilan, on retrouve les investissements sur PC dans les actifs pour cette année. Les capitaux, comme vous le voyez, sont quand même confortables. Et ça, c'est le résultat de toutes les noisettes qu'on a mises de côté ces années dernières. Concernant les actifs circulants, on constate qu'on a fait rentrer un peu plus rapidement l'argent. Et en face, on a pu aussi payer plus vite nos fournisseurs. Donc, en conclusion, en ce qui me concerne, hein, côté trésorière, le bilan est de très bonne qualité. Les dépenses sont maîtrisées, ce qui nous permet d'être forts pour affronter les temps difficiles qu'on traverse cette année et qu'on va traverser encore les années à venir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis à votre disposition si vous avez des questions plus tard. Merci Laurence. Le volet communication, c'est honoraire dont communication. Mais il y a tout un tas d'autres choses, notamment l'OSST. J'appelle à présent Marie-Christine Desgranges, commissaire aux comptes de l'association, à venir me rejoindre pour son rapport et son rapport spécial. Le clou de soirée. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2019, une année
encore comme d'habitude, nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations d'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Après, sur le rapport spécial, donc, je dois vous communiquer les relations qu'il y a eu entre l'association et les membres du conseil d'administration. Elles sont, dans votre cas, relativement nombreuses. Vous en avez le détail dans la convocation qui vous a été remise. Principalement, on a relevé les mises à disposition de personnel, la convention de fonctionnement de la région, la contribution au label, la subvention d'animation du label et la convention de partenariat avec Green. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Merci Marie-Christine. Nous passons à présent au budget prévisionnel validé par le conseil d'administration de décembre dernier. Un budget restructuré dans le cadre de la fusion avec SIM, avec un budget de fonctionnement en baisse, le PDI qui passe dans le giron de SIM, IoT for Industrie qui se termine, des objectifs plus réalistes sur Mont-Blanc Excellence, mais en ligne avec la convention signée avec les 3 EPCI en termes d'objectifs, pour un total prévisionnel de 759 kg en recettes. Côté dépenses, à noter une baisse sensible sur les dépenses externes d'animation et un déficit prévisionnel, on verra le réaliser, on va essayer de l'améliorer, mais prévisionnel dans le cadre de la restructuration du e-cluster, avec une animation sur Clermont qui est réalisée dans le cadre de SIM. J'appelle à présent, alors est-ce qu'il y a des questions sur ce budget prévisionnel ? Voilà, les subventions de la région en sur SIM et dans le cadre de la réorganisation de SIM, il y a des plans d'action qui sont montés dans le cadre de l'Intergraph. J'appelle à présent Michel Albrieux pour procéder au vote des résolutions et le temps qu'il s'installe, Karine va rappeler la procédure de vote. Oui, merci Jean-Marc. Donc, je rappelle que pour le vote, seuls les adhérents votants peuvent voter. Les personnes qui participent en tant qu'invités n'ont pas le droit de vote. La procédure sera la suivante pour les votants qui sont par visioconférence. Un lien va être indiqué par Justine dans le chat, donc la petite bulle sur le haut à droite. Les modalités sont très simples. Ceux qui sont pour la résolution n'ont rien à faire. Ceux qui sont contre ou qui s'abstiennent cliquent sur le lien et expriment leur choix de vote. Et pour le conseil d'administration présent dans la salle, Michel demandera le vote. Michel, je vais vous laisser lire la première résolution. Rapport d'activité 2019. L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture, décide d'approuver le rapport d'activité 2019 dans toutes ses dispositions. Donc, le lien a été mis dans le chat pour ceux qui sont à distance. Michel, je vous laisse demander le vote de la salle. Pour les présentiels, donc, qui vote contre, qui s'abstient. Donc, aucun vote dans la salle. On va afficher maintenant les résultats du vote à distance. Il n'y a que des votes positifs, Karine. Oui, aucun vote contre, aucune abstention. Donc, tout le monde est pour. On va pouvoir passer à la deuxième résolution, Michel. Donc, c'est accepté. On a le résultat Donc, la première résolution est acceptée à l'unanimité. Merci beaucoup à tous. Donc, même chose pour la deuxième résolution. Un nouveau lien va être indiqué pour que vous puissiez voter. Je vais laisser Michel. Rapport financier 2019. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du bilan et compte de résultats 2019, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, décide d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et d'affecter le résultat de l'exercice dans le fonds associatif sans droit de réserve, de donner quitus pour leur gestion pour l'exercice écoulé au président et au directeur général. Le vote en ligne est en cours. Michel, la salle. Donc, je suis perturbé par ceux du fond, que je ne nommerai pas. Donc, concrètement, qui vote contre? Personne. Qui s'abstient, pardon.
Personne non plus. On vérifie le vote en ligne. Aucun vote contre, aucune abstention. La résolution est approuvée. On va ensuite passer à la 3e résolution. La procédure reste toujours la même. Okay. Michel, je vous laisse lire. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article R612-6 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées. Le vote en ligne est en cours. Allons-y pour la salle. Qui vote contre? Qui s'abstient? Aucun vote contre, aucune abstention dans la salle. Rien en ligne non plus. On va pouvoir passer à la 4e résolution et dernière. Donc la procédure restera toujours la même. Budget et 4e résolution liée au budget prévisionnel de fonctionnement 2020. L'Assemblée générale décide d'adopter le budget prévisionnel de fonctionnement 2020 sans modification. Je peux préciser que par rapport à ce que dit Jean-Marc, on veillera évidemment, compte tenu des circonstances 2020, à être le plus frugal possible. Le vote en ligne est en cours. Je vous laisse faire le vote de la salle, Michel. Qui vote contre? Qui s'abstient? Aucun vote contre, aucune abstention dans la salle et en ligne, pareil. Donc la 4e résolution est aussi adoptée. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci Michel. Je propose à présent que l'équipe de Montblanc Industrie vienne présenter les actions menées pendant la crise du Covid. Merci à Karine, Perrine et Justine de me rejoindre. Merci Jean-Marc. Donc nous allons vous récapituler les 3 mois que nous avons traversés de la crise Covid à travers les actions menées par Montblanc Industrie et son écosystème. Et la première chose qu'on voulait illustrer d'abord, c'était la solidarité de l'écosystème des entreprises qui a su démontrer beaucoup d'entraide, notamment évidemment à travers les dons pour les hôpitaux, les charlottes, les gants, les blouses. Je pense que tout ce qui traînait, tout le monde a fait tous les dons qu'il pouvait pour les hôpitaux, mais aussi pour les commerçants et pour les pompiers. On a aussi vu de l'entraide sur les besoins de matériel, notamment avec des entreprises qui avaient besoin de masques pour démarrer et qui ont pu bénéficier de dons d'autres entreprises. Et Kongsberg a créé une sorte de chaîne d'entraide puisque eux qui ont pu bénéficier de ce coup de main, quand leur filiale en Pologne a pu produire des masques, eh ben, ils en ont récupéré, ils les ont offerts en plusieurs centaines à la ville de Cluses pour la réouverture des collèges et aussi au CFAI pour reprendre les activités, ainsi qu'un stock de dépannage pour les adhérents Montblanc Industrie. Sur l'organisation du travail, on a vu aussi de beaux exemples d'entraide, dont par exemple l'entraide entre un dirigeant de TI, Grégory Chalamel, pour ne pas le nommer, qui est ici, de Bosch Marinier, qui a su aider une TPE, un dirigeant de TPE qui avait des difficultés pour mettre à jour son document unique, et Grégory a pris le temps de l'appeler, de lui proposer son HSE et de l'aider à trouver une solution. Le soutien moral, les échanges, évidemment, on en a vu beaucoup. Au niveau plus innovation, il y a eu la fabrication de pièces pour les respirateurs, à travers non seulement le projet 10 000 respirateurs de l'État auquel ont contribué les entreprises Bontaz, Clufix, Bouvra, Perna, entre autres, mais aussi le projet Maker porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur lequel participe l'entreprise Pesé. Et puis finalement, depuis la semaine dernière, on a vu la naissance d'un beau projet d'innovation collaborative avec le Précimasque, un masque créé par les entreprises Précises et NanoCéram, qui se veut durable, transparent avec un filtre céramique et qui permet d'ouvrir l'usage du masque beaucoup plus largement que les simples besoins sanitaires. Les actions de Montblanc Industrie, donc de l'équipe, donc durant 3 mois, on a pu recenser plus de 180 actions, dont une hotline. En fait, compte, c'était nos téléphones à chacun, qui nous ont permis d'être en contact avec plus de 200 adhérents lorsqu'ils avaient besoin d'aide ou des bonnes idées à partager.
On a envoyé une quinzaine d'infolettres, au début beaucoup axées sur les dispositifs d'aide, puis sur les stages, quand le campus des métiers ou l'université Savoie-Mont-Blanc était à la recherche, le guide des bonnes pratiques quand il est sorti, les bonnes adresses qui avaient été listées par le GIE, la gestion des déchets, etc. On a mis en place un dispositif d'accompagnement pour nos TPE, puisque l'Observatoire de la santé des entreprises nous avait permis de sentir qu'il y avait un enjeu là, et puis il y en avait dont on n'avait pas de nouvelles. Donc avec la Chambre des métiers d'artisanat et l'association EG, on a mis en place un phoning qui a permis de contacter 54 entreprises et actuellement une dizaine ont pu bénéficier d'un accompagnement d'une suite à ce premier phoning. On a mis en place aussi l'accompagnement flash, expertise comptable et juridique, une aide de la région portée par les pôles de compétitivité et dont CIM a délégué la gestion à ces grappes industrielles, dont Mont-Blanc Industrie. Actuellement, on a reçu une trentaine de demandes au niveau du territoire de CIM, 9 demandes Mont-Blanc Industrie qui ont toutes été acceptées. Et finalement, nos labellisés ont pu bénéficier d'un suivi personnalisé grâce à ECTI. Les collaborations et les partenariats durant cette crise. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que toute l'importance d'un réseau et tout son pouvoir quand il est animé. Donc, avec toutes ces structures, on a pu répondre aux besoins des entreprises et chercher ensemble des solutions quand il y avait des problèmes. On a pu aussi mettre en place des nouveautés comme le partenariat avec Digital League qui nous a permis de faire des webinaires sur la transformation digitale. Et au niveau de CIM, on a mis en action l'intergrappe de CIM avec des rencontres hebdomadaires entre les animateurs des grappes pour vraiment échanger sur des problématiques et des solutions que les entreprises, même sur des territoires différents, peuvent connaître. Et on a pu inviter toutes les entreprises adhérentes des autres grappes à participer à nos webinaires. Donc, je vais passer la parole à Perrine qui va vous faire un focus sur nos actions digitales et les webinaires. Merci Karine, bonsoir à tous. Donc, durant cette crise, nous avons organisé 16 webinaires avec en moyenne 25 participants. Nous avons proposé des thématiques managériales, de fonctionnement et d'innovation, pour la plupart issues de vos retours dans l'enquête de l'Observatoire de la santé des entreprises. L'animation a également été assurée par vous, adhérents et partenaires. Donc, nous tenons à remercier Pfeiffer Vacuum, Bosch Marinier, la Tuilerie, le groupe Pracartis, la Fondation ESMB, TESAM et bien d'autres. Et merci tout particulièrement aux participants et à leur fidélité. Donc, durant cette période, nous avons souhaité garder le lien également à travers notre site Internet avec la publication de 15 articles sur le site Internet, dont les informations aux industriels sur le coronavirus, le plan d'urgence pour l'économie en Auvergne-Rhône-Alpes et les masques en imprimante 3D. Donc, merci aux entreprises Nicomatic et Aventix de nous avoir fourni des plans pour les partager donc avec tous les internautes. Donc, lors de cette période, voici quelques chiffres. On a connu une nette progression du nombre de visiteurs avec une hausse de plus de 40% par rapport à la moyenne de 2019 que vous voyez symbolisée en vert sur le graphique. Et donc, les pages les plus consultées étaient le guide des bonnes pratiques pour les industriels, les bonnes adresses pour la protection des salariés, donc où se fournir en masque, en gel hydroalcoolique, etc. Et les résultats de l'Observatoire de la santé des entreprises. Donc, qui dit site Internet, environnement digital, réseaux sociaux. Donc, depuis fin 2019, nous développons notre présence sur LinkedIn. Et durant cette période, nous avons publié 45 posts avec la page Mont-Blanc Industrie, que je vous invite à suivre si ce n'est pas encore fait, et le profil de Jean-Marc André. Donc, au total, nous avons eu plus de 60 000 vues sur nos posts et plus de 1000 interactions. Donc, les interactions, ce sont des partages, des j'aime ou des commentaires. Le post qui a le plus fonctionné est celui donc sur les aides pour les industriels, donc que vous pouvez voir à l'écran. Également, durant cette période, nous avons sollicité davantage notre chaîne YouTube. Donc, grâce au webinaire, nous avons publié toute une liste de replays et donc 15 sont disponibles. Donc, je vous invite à aller les consulter. Donc, je vous remercie et je vais passer la parole à Justine pour vous faire un focus sur la RSE. Merci. Alors, durant cette période, on s'est rendu compte que la notion de partage de bonnes pratiques, elle a pris vraiment tout son sens. Hop. En particulier au sein de l'historique Club Bourse. Donc, il y a eu 6 visioconférences pendant la période.
avec un taux de participation qui était presque plus élevé que durant les clubs en présentiel en entreprise, surtout sur les premières semaines. Le groupe WhatsApp qui a quand même été, qui a bien fonctionné, qui a permis des échanges d'informations, de bons plans en instantané. Et puis l'idée, c'était toujours d'avoir un tour d'horizon de la situation, des préoccupations de chacun, des échanges de bonnes pratiques donc, que ce soit des mesures sanitaires, RH, managériales, tout simplement de l'entraide en fait. On a aussi fait des séances focus sur l'observatoire avec Laurent Morvan, avec le Club Bourse, qui ont permis d'alimenter l'analyse des résultats ou d'orienter les questions des vagues suivantes. Et en particulier sur le sujet de la relation client-fournisseur en partenariat avec Jean Breton et le LabPIC de TESAM. On a aussi activé du coup la communauté de pratique RSE. En fait, il y a beaucoup d'événements sur la communauté de pratique qui étaient prévus durant cette période en présentiel, donc des visites guidées du salon Solucir, des rendez-vous industrie durable Simodec, des rencontres en entreprise, donc c'était juste pas possible pendant cette période-là. Donc pour garder le lien et pouvoir redéfinir une feuille de route qui soit cohérente pour la suite, parce qu'on sait que les priorités ont un petit peu été chamboulées pendant cette période, on a mis en place des visios par petits groupes au sein de la communauté de pratique RSE pour avoir un peu les retours de chacun sur les actions RSE durant la période et voir quels étaient les sujets de préoccupation pour la suite. Donc d'ailleurs, merci à tous, à tous ceux qui ont contribué à ces échanges, les membres du club ou des communautés de pratique ou adhérents. Notamment, on a pu servir des éléments dans des échanges pour notre collaboration au guide des bonnes pratiques avec le CETIM, la CSM et le SNDEC. On a aussi continué d'autres projets en lien avec la RSE, donc notamment le projet Upcyclard, donc en partenariat avec le réseau Green, avec le soutien de l'ADEME et une co-animation d'EcoClean. En fait, juste avant le confinement, on venait de finir de former tout le groupe pilote et les diagnostics individuels avaient été faits aussi. Et on ne va pas se mentir, le contexte a fait que ce n'était pas forcément une priorité pour les entreprises à ce moment-là. Et on arrivait à une période pile charnière pour ce projet qui nécessitait une dynamique forte dans l'animation. Du coup, on a utilisé ce temps mort pour reposer un peu les jalons à venir. Et puis, on a pu en profiter aussi pour renégocier un peu le partenariat avec Upcyclard et avoir un accompagnement plus poussé, justement, pour l'utilisation de la plateforme pour la suite. Et ce qui va redonner de l'élan, du coup, après la période de confinement. Et ça permet d'envisager un déploiement de l'outil sur 2021 aux adhérents Green et Montblanc Industrie, si tout va bien. Donc, on a des partenariats, on l'a vu, qui se sont consolidés, puis d'autres qui ont commencé à voir le jour. On s'est rapproché notamment de Innoval, avec qui on a déjà identifié des différents axes de travail sur lesquels on a des synergies à mettre en place. Et puis, on a commencé doucement à travailler ensemble, puisqu'on a relayé, par exemple, de manière ciblée, le challenge Orex, qui est une plateforme d'échange monétaire entre entreprises. Et vous l'avez vu aussi dans les webinaires, je ne vais pas redétailler des sujets qui ont été apportés, notamment sur les nouveaux modèles économiques qui soient plus circulaires, plus inclusifs et en local, avec des outils concrets issus du réseau Circulab notamment, et puis un webinaire sur le télétravail avec la TMB aussi récemment. Donc voilà, en bref, le sujet de la RSE, on ne l'a pas du tout mis de côté pendant la période de confinement, et puis ça va continuer. Donc je laisse la parole à Karine pour conclure sur cette période particulière. Merci Justine. Oui, donc une période particulière puisqu'on a connu 3 mois de visioconférence avec vous tous. Et on n'a pas résisté à mettre ces images parce que pour nous, elles illustrent vraiment que même si on n'a pas pu se rencontrer pendant 3 mois, plus que jamais, on a continué de se voir. Nos téléphones ont beaucoup sonné, notre boîte mail a surchauffé. On a pu découvrir grâce à la visio le petit intérieur de chacun. Mais on est restés toujours tous présents, toujours prêts à dire on va trouver une solution quand quelqu'un avait un problème. Et cette crise, pour nous, elle nous a prouvé plus que jamais, pour citer mon président, qu'ensemble, on est plus fort. Alors l'écosystème, pour nous, là, il a su démontrer toute sa vigueur, sa combativité, sa solidarité. Et c'était important pour nous de remercier à la fois les entreprises et les partenaires pour toute l'entraide qu'on a pu voir durant cette période. Merci. Et je repasse la parole à Jean-Marc. Merci à toutes les trois. Beaucoup de choses ont été faites. 180 actions à comparer aux 108. C'est une inversion des dizaines et des unités. 108 sur l'ensemble de l'année 2019. Alors évidemment, on ne peut pas comparer en termes d'investissement l'organisation d'une journée de séminaire avec l'organisation d'un webinaire. Mais quand même, ça montre la vitalité, le dynamisme. Et notamment une action emblématique
qui est l'Observatoire de la santé des entreprises que nous avons monté en 2 semaines avec le cabinet Infusion, afin de prendre le pouls de nos entreprises adhérentes pendant cette période très spéciale où tout s'arrêtait. Et on l'a vu, on a pu détecter des choses, notamment le besoin et le désarroi des TPE. Et cela en partenariat avec la fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc et TESAM. Alors, on va se réunir autour d'une table ronde. Cécile Deschamps, qui devait intervenir, m'a prévenu 1 heure avant d'un problème familial qui la retient. Et du coup, c'est Nicolas Forestier, vice-président de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui interviendra, mais en visioconférence. Donc je n'appelle pas Cécile, j'appelle Jean Breton, qui est installé, directeur de TESAM, directeur du Lab PIC, et Laurent Morvan, directeur d'Infusion. Non, oui, vous m'entendez. Très bien. Alors, cet observatoire, c'est 7 vagues d'enquête. La dernière a été diffusée hier. 125 répondants en moyenne, à l'image du pôle, tant en termes de secteur d'activité, de marché que de taille d'entreprise. Vraiment, on respecte, il y a une homothétie. Et merci aux entreprises d'avoir participé. Alors, Laurent Morvan, à crise sanitaire inédite, enquête inédite, qu'est-ce qu'on doit retenir en termes d'évolution et de résultats de cet observatoire sur 3 mois? En fait, il y a énormément de choses, mais je me suis concentré sur quelques points saillants. D'une part, le premier élément, et c'est très important d'ailleurs à l'écoute de la présentation qui a été faite, c'est que le moral des chefs d'entreprise s'est nettement amélioré entre le début de cet observatoire qui a commencé le 30 mars, donc souvenez-vous, le confinement, l'arrêt des activités, des chaînes de production qui se stoppent. Donc un monde nouveau s'ouvre, hyper angoissant et totalement inconnu. Et là, le moral des patrons est à 5 sur 10. Aujourd'hui, il est à 7 sur 10. Vous allez me dire que c'est que 2, mais on revient quand même de loin. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a une progression symétrique entre le moral d'un côté des collaborateurs et le moral des patrons. Donc, voilà, on peut penser que quand l'un s'améliore, les deux vont de pair. Pourquoi ça s'améliore? Alors, bien évidemment, il y a le premier point, c'est que l'activité s'améliore. C'est-à-dire qu'en mars, même chose, premier coup de sonde, on découvre avec effroi quand même un niveau d'activité qui est passé à 36%. 36%. Aujourd'hui, nous sommes à 63,5% de taux d'activité moyen. C'est mieux, ça reste structurellement très bas. Pourquoi? Bien évidemment, parce que la principale contrainte qui pèse sur l'activité, c'est l'insuffisance de la demande. À l'époque, en mars, il y avait 71% des entreprises qui souffraient de cette insuffisance de la demande. Aujourd'hui, elles sont 88%, c'est-à-dire quasiment 9 entreprises sur 10. Elles sont plus nombreuses qu'au début de la crise, parce que celles qui échappaient ont été rattrapées justement par l'arrêt des commandes et l'incertitude à la fois sur les commandes déjà passées et sur les commandes à venir. Alors, bien évidemment, ce qui pèse également sur cette activité, sur ce taux d'activité, c'est la vision, la prospective. Concrètement, ça va revenir à la normale quand? Alors, de fait, entre cette première question qu'on a posée il y a 2 vagues de cela et aujourd'hui, l'horizon s'éclaircit. Donc à l'époque, il y avait à peu près une vingtaine de pourcents d'entreprises qui ne savaient pas ce que demain allait donner en termes de commandes. Aujourd'hui, il n'y a plus que 14% d'entreprises qui n'ont absolument pas de visibilité et qui ne peuvent pas se prononcer pour savoir si c'est en 2020, en 2021 ou au-delà que les commandes vont revenir. Donc une entreprise sur 10, pour faire simple. En revanche, il y a 5 entreprises sur 10
qui savent que c'est entre 2021 et au-delà. Il n'y a que 3 entreprises sur 10 qui pensent et vivent aujourd'hui d'ores et déjà avec des commandes pour l'année 2020. Donc, c'est bien peu et vous comprenez pourquoi le taux d'activité reste structurellement bas. Ça se traduit également de façon très concrète par une anticipation d'un chiffre d'affaires à la baisse. Donc, on a 8 entreprises sur 10 qui pensent que leur chiffre d'affaires prévisionnel 2020 sera plus bas que ce qu'ils avaient anticipé précédemment à la clôture de leur exercice 2019. Ce n'est pas une surprise avec ce que je viens d'évoquer. Alors, concrètement, est-ce que ça se traduit également par des défauts d'entreprise? Aujourd'hui, nous avons 4 entreprises sur 10 qui se sont organisées pour retrouver de la rentabilité à la fin de l'exercice. Inversement, on en a 6 sur 10 qui ont des difficultés à piloter leur activité structurellement pour retrouver un point d'équilibre à la fin de l'année et potentiellement de la rentabilité. Et au final, ce sont 18% d'entreprises qui sont à risque de défaillance, qui se déclarent comme telles dans notre observatoire. Voilà pour les éléments essentiels. Merci Laurent. Jean Breton, rapidement dans cette crise avec la baisse des commandes qui est devenue un enjeu principal, on a senti que les relations clients-fournisseurs devenaient critiques, un enjeu critique. Quels sont les points clés que tu retiens de ces résultats, des résultats de cet observatoire? Oui, les relations clients-fournisseurs conditionnent complètement l'activité économique des entreprises de Montblanc Industrie, puisque vos adhérents sont quasi tous dans des relations d'affaires avec des clients, et des clients qui sont sur les grands secteurs manufacturiers dont on connaît les défauts d'activité aujourd'hui. Alors, comme tous ou comme beaucoup au début de la crise, j'ai eu, comme d'autres, des alertes de dirigeants individuellement sur de très fortes tensions dans des relations avec les clients, et notamment des comportements jugés inacceptables de la part de clients, et en particulier sur des retards de délai de paiement ou des remises en cause de clauses contractuelles. Le LAPIC de TESAB, qui est l'expertise des relations clients-fournisseurs, souhaitait, avec l'équipe de Montblanc Industrie, prendre connaissance de façon consolidée et au-delà de ces cas individuels, de la situation de façon factuelle et analytique. Et on a donc convenu avec notamment l'équipe de l'Observatoire et les avis des entreprises du Club Bourse, ça a été cité tout à l'heure, d'enrichir de questions sur cet aspect à partir de la vague 5 avec l'appui d'Infusion. Au final, on peut dire qu'on a des résultats tout à fait inédits et d'une grande valeur au niveau français. Je les ai portés à la connaissance de l'équipe de Pierre Pelouzet, qui est le médiateur national, et de la direction de la filière automobile, de la PFA, qui à l'époque était justement en train de travailler sur le soutien au plan automobile. Aujourd'hui, les quelques points saillants qu'on peut retenir, c'est qu'on dispose d'une compréhension de ce qui se joue réellement. Un respect des engagements sur les prix d'achat et des délais de paiement à peu près à 80% des réponses. Une tendance croissante ces dernières semaines à la remise en cause des engagements sur les quantités demandées et les prévisions de commandes pour près de 40% d'échantillons. Quand on détaille les indicateurs qui composent cette appréciation, on peut voir qu'il y a quand même des points remarquables qui concernent une forte sensibilité sectorielle des indicateurs qui composent la qualité des relations et pas forcément là où on l'entend le plus. Exemple, sur les prix d'achat, il y a une tension particulière dans le secteur agroalimentaire. Sur les quantités demandées, les secteurs du transport ferroviaire est le plus exposé, alors que celui des services à l'industrie est plutôt respectueux. Sur la remise en cause des prévisions de commandes, ce seront plutôt les secteurs de l'automobile et de l'aérospatial qui sont les plus exposés. Au total, par rapport à l'avant-crise, de façon assez surprenante, les répondants ont donné une appréciation globale de la qualité des relations avec les clients qui est restée inchangée à plus de 80%. Il y a même eu une amélioration de cette relation pour plus de 10% des entreprises. Alors selon toi, pour l'avenir, quels seront les impacts de cette crise sur la relation client-fournisseur? Comment tu vois les choses? Pour répondre à cette question, je propose de prendre le regard des directions achats des clients et il y a un certain nombre de faits structurants pour les mois et années à venir qui vont être les suivants. Tout d'abord, une sensibilité accrue au délai de paiement des fournisseurs pendant la crise de Covid et nous pensons que cela va probablement se poursuivre. Très clairement, mes contacts avec les acheteurs indiquent
on va avoir de plus en plus une recherche de performance, de productivité et de réduction des coûts pendant un certain temps. Et ce, pour tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas forcément incompatible avec des relations de qualité et la collaboration pour partager l'effort, mais on sent bien qu'on va aller vers un partage de risque avec les fournisseurs. Pour terminer, 3 notes positives cependant. Il y a très clairement aujourd'hui un intérêt accru des directions achats des clients pour accroître leur part d'achat avec des PME en proximité sur les territoires, notamment de la part des organisations publiques qui développent des politiques achats responsables. Certaines ont eu par exemple un vécu plutôt douloureux du rapport de force établi avec de gros fournisseurs pendant cette période et à contrario, d'excellentes surprises avec des PME qui ont su les sauver par leur réactivité et leur investissement à trouver des solutions. Elles m'ont dit qu'elles sauront s'en souvenir. Conjointement, il y a aussi la montée en puissance des enjeux de la transformation environnementale qui va se traduire par des consultations avec des critères spécifiques d'évaluation sur l'appréciation en coût complet des offres des fournisseurs. Et enfin, une sensibilité accrue des acheteurs aux risques stratégiques de la supply chain. Ainsi, on observe la mise en place d'études nationales qui ont été lancées par exemple par le cabinet PwC et le Conseil national des achats pour regarder la criticité de certains ensembles produits et définir une priorité sur les produits rapatriés en production en France. Donc ce sont certainement des cartes importantes à jouer côté fournisseurs et pour Montblanc Industrie. Merci Jean, merci beaucoup pour ces éclairages absolument intéressants. Nicolas Forestier, vice-président de l'université que j'ai sollicité il y a 1 heure. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? On voit se dessiner de nouveaux enjeux pour la sortie de crise pour nos industriels. Comment la fondation, mais tu connais très très bien la fondation de l'université également, pour avoir participé à sa création, et l'université, comptent-ils se positionner, s'organiser dans les prochains mois pour répondre à ces enjeux? Oui, d'abord bonjour à tous, désolé de ne pas être parmi vous. Fondamentalement, la crise qu'on vient de traverser n'a pas modifié le positionnement de l'USMB et de la Fondation, dans le sens où l'USMB affirme et s'affirmera dans les prochaines années comme une université qui est ancrée dans ses territoires. En fait, la Fondation va accélérer un petit peu et je pense que la crise aura eu cet effet catalyseur finalement, puisque ça a permis une réflexion profonde sur différents domaines. Et donc la Fondation, en lien avec bien sûr l'université, va accélérer sur la création d'outils, de véhicules qui permettent une recherche d'excellence et des innovations de rupture. Et ça passe notamment par la création de chaires, donc ces chaires d'excellence, qui actuellement sont au nombre de 4 et qui ont trait à ce que l'on imagine comme étant des problématiques majeures auxquelles les territoires devront faire face et auxquelles il conviendra que les laboratoires de l'Université Savoie-Mont-Blanc puissent apporter des réponses concrètes. Alors, les 4 chaires qui illustrent ce que je viens de dire sont des chaires, par exemple, dans le domaine de l'innovation ouverte et le management 4.0, c'est la chaire e-Open. Une chaire également sur l'économie environnementale. On sait que c'est une problématique qui touche de plus en plus d'industries. Sur l'efficacité énergétique également, la chaire cité, et puis une chaire transfrontalière sur la mobilité. Alors bien sûr, cette recherche partenariale repose, comme son nom l'indique, sur des liens très forts avec les territoires et je tiens ici à souligner le lien que la Fondation, l'Université Savoie-Mont-Blanc a avec le pôle Mont-Blanc Industrie et avec ses entreprises, puisque bon nombre de projets passent par le pôle Mont-Blanc Industrie. Alors, il a été également proposé par la Fondation dans cette période un petit peu calme, parce qu'il est très clair, et nous l'avons bien noté, que l'activité partenariale, finalement, a été tout à l'heure, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le nom du premier intervenant directement, disait que le taux d'activité était tombé à 36% pendant la crise. L'activité partenariale, autrement dit les liens entre
les laboratoires de recherche et le monde socio-économique eh bien, a chuté de manière catastrophique pendant les premiers mois de la crise. Ça reprend très fort, mais avec une inertie qui forcément va donner des effets négatifs dans les semaines et les mois qui viennent. Et pendant ce temps un petit peu calme sur l'activité partenariale, la Fondation, en lien avec le service communication de l'université, avec les partenaires valorisation, eh bien, ont produit des petits textes également, ont mis des mots sur des problématiques majeures, comme les liens entre la transition énergétique et la santé, la possibilité d'une accélération du changement lié à la crise Covid, comment développer une culture de crise au sein des industries. Bref, ça a été un temps, malgré tout, profitable pour une réflexion de fond. Et c'est dans ce sens-là où il y a peut-être un versant positif à trouver à ce frein qu'il y a eu dans à ce à quoi on était habitué. On était tous habitués à des emplois du temps surchargés, à un temps très rapide, à des gestions de projets qui s'enchaînaient, etc. Et peut-être que ça nous a fait du bien aussi un petit peu de retrouver ce temps long. En tout cas, pour les universitaires, c'est pas mal de pouvoir avoir un peu de temps pour réfléchir. Donc voilà, donc pour répondre finalement à la question, comment est-ce qu'on envisage la sortie de crise? On l'envisage comme on y est entré, mais peut-être qu'on va mettre un petit peu plus de fond dans ce que l'on va faire, dans les actions que l'on va mener. Et puis, ça nous permettra peut-être, j'espère, de cibler des problématiques vraiment majeures, vraiment sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquelles il faut mettre des ressources humaines et puis tous les moyens qu'il faudra pour y répondre. Merci Nicolas. Donc Amal pourra bien pour pouvoir rebondir sur de nouveaux projets stratégiques avec les entreprises. On va passer aux questions. Le partenariat est fondamental. Merci. On va passer aux questions. Je vois, il y a une question, au moins une, de Didier Bouvet. Oui, pour TESAM. On ne ressent pas encore trop sur le terrain le fait que les grands donneurs d'ordre réellement souhaitent acheter local et travailler sur les circuits courts. Donc, on l'entend de par votre part, c'est très très bien. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est réellement réflexion et qui va porter ses fruits dans quelques semaines, ou c'est simplement une belle petite communication de façade, ce qui n'empêche pas des pratiques complètement douteuses derrière et dramatiques pour certains de nos intervenants de la vallée. Donc voilà, c'est un tox ou un faux? Je pense qu'il y a les deux. C'est à différencier par contre selon les secteurs d'activité. J'ai bien précisé tout à l'heure, notamment pardon. Oui, justement, concernant les achats publics, je pense qu'il y a une vraie démarche d'achat public auquel je pense qu'on peut être amené à répondre beaucoup plus massivement qu'on ne le fait aujourd'hui sur le territoire. Concernant le privé, très clairement, même au sein d'une filière, je la citerai comme la filière automobile, vous avez des comportements extrêmement différents. J'ai animé une table ronde à Bercy sur les relations clients-fournisseurs le 2 décembre dernier. Vous avez la direction achat de Michelin qui très clairement a mis en place une politique RSE volontariste. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs de la filière auto, sans nommer aucun qui était présent sur cette même table ronde, en haut de la chaîne. Concernant d'autres filières, je fais référence là à une enquête qui a été conduite par le Conseil national des achats auprès de 800 acheteurs et un cabinet de conseil dont je n'ai plus le nom, vous m'excuserez, et qui indiquait qu'avant la crise du Covid, vous étiez à peu près en termes de sensibilité, par exemple, au rapatriement d'activités en France, sur la réindustrialisation, à peu près à 10 à 15%, c'est quelque chose en termes d'intention qui a sauté de 30 à 35%. Donc, ce sont des intentions. Néanmoins, je peux vous dire que pour animer un club au niveau de TESAM, on anime un club de directeurs achats, il y a une forte sensibilité et un vrai engagement à faire attention à des PME sur le territoire. Alors, c'est au niveau de l'intention. On surveillera à ce que ça passe et on les accompagnera, s'il le faut, à passer de l'intention à l'action. Mais il y a un vrai glissement majeur, ça reste encore faible.
mais on sent qu'il y a un vrai basculement en termes d'attention. Et croyez-moi qu'il y a un certain nombre de directeurs achats qui ne sont pas uniquement, tout en restant sur des enjeux de réduction de coûts, hein, très clairement. Tous. D'autres questions? Lionel? C'est toujours sur la thématique des circuits courts. C'est double question, c'est comment la collectivité publique peut être un facilitateur, accélérateur de ces démarches circuits courts. Et puis la deuxième, c'est plutôt un contexte géopolitique et géographique, une proximité de la frontière suisse. Nos amis voisins suisses, collaboration, compétition, copétition. Est-ce qu'il y a eux-mêmes vivent la crise, une crise sans précédent également depuis le choc pétrolier de 74 ou 76, je ne veux pas dire de bêtises. Et du coup, concrètement, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité collaborative? Je pense notamment à la convention d'affaires qui a lieu au mois d'octobre sur la machine-outil, typiquement. Est-ce que là, par exemple, il y a des opportunités de business et de circuits courts? Je me risque à répondre. Donc sur la première question, oui, bien sûr, il y a un rôle des collectivités. On a un projet, on en a parlé en cours de prototypage avec Green, qui s'appelle le Psyclarve, sur créer de nouvelles filières où les déchets des uns seraient des ressources pour les autres. Donc on est à la preuve de concept. Une fois que la preuve de concept est faite et qu'il faut le faire à grande échelle, ça ne peut être qu'animé au niveau d'un territoire multifilière avec le soutien ou porté par les collectivités locales. C'est un exemple, vu qu'on est multifilière et à l'échelle d'un territoire. Sur la deuxième question, tu sais que c'est un sujet sensible. Nous, on participe au COPIL PAN du hub mobilité de la Fondation Nomade. Donc on est justement sur les sujets de transition énergétique et hydrogène. Là, on peut collaborer en tant qu'offreur de solutions pour des usages qui seraient transfrontaliers, typiquement. Ça, c'est vertueux. On n'est pas dans la concurrence. Après, il y a d'autres sujets qui sont très, très sensibles, comme tu le sais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ben, je propose... Oui. Sur le chat, peut-être? Sur le chat. J'ai une question. Je peux poser une question? Oui. Oui, Isabelle Escoffier d'Aventis. J'ai juste une... Bonjour. J'ai une petite question pour Jean Breton au sujet du secteur automobile. J'ai appris très récemment en interne PSA que le groupe PSA accélérait en fait le rapprochement avec le groupe Fiat Chrysler. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence du Covid? Et est-ce que ça ne va pas donner justement au tissu de PME ETI françaises des opportunités supplémentaires? Bonjour Isabelle, je ne suis pas dans le secret des dieux et là tu me poses une colle. Tu évoques PSA, ça faisait partie sur la table ronde de Bercy de l'entreprise qui avait une politique achat extrêmement baisse des prix et même pas baisse des coûts à l'époque au mois de décembre. Donc je ne sais pas ce que va faire l'implication de ce rapprochement pour les territoires. Ce que je sais, c'est qu'au sein de la filière auto, il y a des entreprises de taille intermédiaire et on en a des belles en région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont très clairement des comportements et une attention particulière aux PME. Donc par rapport à ta question, je ne sais pas répondre, honnêtement. D'accord. En tout cas, c'est en cours et donc je pense que dans les mois à venir, il y aura des opportunités supplémentaires parce qu'il y aura des projets probablement communs entre PSA et Fiat. Donc je sais, c'est qu'on est sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va changer d'entreprise, mais on a une belle entreprise qui est née liée à l'hydrogène, Symbio pour ne pas la nommer, et vu le club hydrogène qui est là qui a été monté dans le cadre de Mont-Blanc Industrie, je suppose que par exemple sur ce sujet-là, il y a des opportunités de rencontres et certaines mises en relation qui ont déjà été faites, donc on pourrait aussi accélérer à la connaissance de la direction des achats de Symbio ce que l'on fait ici sur Mont-Blanc Industrie. Merci Jean. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste, messieurs, à vous remercier.
Laurent, Jean, Nicolas, merci beaucoup. Lors de la vague 7, vous avez identifié 3 leviers pour la reprise: la recherche de l'efficience, donner la priorité à l'innovation et notamment l'innovation collaborative avec les clients. Et puis le rapprochement entre entreprises. Un tiers des dirigeants pensent que les rapprochements d'entreprises seront importants à court terme pour sauver les emplois. 8 sur 10 sont ouverts à participer à des actions collectives, pourvu qu'elles soient efficaces, évidemment. Donc, à nous de les convaincre et de bien les monter en partageant des ressources humaines ou matérielles. Donc, on retrouve la solidarité de l'écosystème. Alors maintenant, comment rebondir et préparer l'avenir? Jean a un peu esquissé la suite. Il a mentionné le sujet de l'hydrogène. On vous en propose une illustration. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir 2 industriels pour présenter leur vision du marché. Alain Offray, directeur technique de Pracartis, à qui je demande de venir me rejoindre. Je vais passer, oui, c'est moi qui dois passer les slides en plus. Voilà. Et José Cardenas, qui est responsable marché hydrogène chez Stobli. Alors, en réalité, ça fait 1 an et demi que nous nous intéressons à ce sujet de l'hydrogène dans le cadre d'une réflexion commune avec SIM sur l'animation des chaînes de valeur. Alors, pourquoi le choix de l'hydrogène? José, toi qui es responsable marché hydrogène chez Stobli, peux-tu nous décrire les enjeux de la filière hydrogène et plus spécifiquement les liens avec la transition énergétique? Et on va s'aider de ce petit schéma. Là. Ah, ouais, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, l'hydrogène, on en parle beaucoup, de plus en plus. C'est vrai que c'est une molécule qui est bien connue dans le domaine de l'industrie. C'est utilisé depuis de nombreuses années. Pour faire un petit rappel, l'industrie utilise à peu près 70 millions de tonnes d'hydrogène à l'échelle planétaire. Et 80% de cette utilisation, c'est réparti entre l'utilisation, la fabrication d'ammoniac pour la fabrication d'engrais, une autre partie qui est la désulfuration des carburants, donc pour nos voitures, pour pouvoir nous déplacer. C'est un hydrogène qui est là, qui est produit, mais qui ne nous intéresse pas du tout dans le domaine de la transition énergétique, puisqu'il est totalement carboné. Il est issu d'énergie fossile, en particulier de méthane, gaz naturel. Et donc l'objectif, c'est de décarboner cet hydrogène. Est-ce que l'on peut apercevoir sur ce slide? Décarboner cet hydrogène, c'est utiliser des énergies renouvelables en particulier. Donc on peut le voir sur le graphique avec l'éolien, le solaire. Donc ces énergies renouvelables qui sont intermittentes, il faut pouvoir profiter de cette production quand elle n'est pas utilisée, de façon à électrolyser de l'eau et donc produire de l'hydrogène qui sera stocké et par la suite utilisé pour produire de l'électricité à nouveau. C'est un rendement énergétique qui est souvent décrié, mais au final, l'énergie éolienne ou photovoltaïque qui n'est pas utilisée, qui est perdue, il est préférable de l'utiliser en faisant de l'électrolyse. Donc on peut voir ici qu'avec cette électricité solaire ou éolienne, hydraulique, on en a dans la région, on pourrait très bien aussi s'appuyer sur le nucléaire, puisque ce qu'on veut, c'est décarboner, et là, le nucléaire, on n'a pas ce souci-là, et les énergies fossiles qui seraient plutôt issues de la méthanisation. Donc on va profiter à nouveau de cette molécule CH4, du méthane, pour extraire l'hydrogène, et là, on a effectivement à nouveau un hydrogène qui est vert et totalement vertueux pour cette transition énergétique. Voilà, et pour la mobilité, alors l'hydrogène, on va le retrouver où exactement? Voilà, donc la mobilité hydrogène, elle fait appel, comme pour le reste de la chaîne, elle fait appel à un hydrogène vert. Et cet hydrogène vert, il va pouvoir alimenter tout type de véhicules, en fait. On voit ici sur ce slide des tout petits véhicules sur la gauche, comme les véhicules particuliers, où là, on est plutôt à ce jour sur des véhicules électriques à batterie. Donc la mobilité hydrogène, c'est de la mobilité électrique. Il n'y a plus, c'était le cas il y a très longtemps, des moteurs thermiques à l'hydrogène. C'est plus du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est la pile à combustible qui vient produire cette électricité.
Et donc le gros du marché à ce jour va plutôt se déployer sur les gros véhicules qu'on peut voir sur la partie gauche du slide, où on a les camions, les bus. Donc quand on parle de camions, c'est camions, transport de marchandises longue distance, et bien entendu élargissement vers d'autres types de véhicules comme le ferroviaire ou le maritime, transport fluvial aussi. Entre les deux, on a les véhicules particuliers, donc qui finalement peuvent aussi être une solution pour des véhicules qui ont nécessité de grande autonomie de distance et pour lesquels les batteries aujourd'hui sont relativement limitées, temps de recharge relativement long, beaucoup de masse embarquée. Et donc cet hydrogène-là répond également à ce besoin de mobilité des individus. Alors, nous, Stobli, pour pouvoir répondre à cet enjeu qui se développe, on a travaillé au développement de connecteurs. Donc, je travaille pour l'activité connecteurs du groupe Stobli. Et donc, connecteur signifie transférer des fluides. Il se trouve que pour produire de l'hydrogène et pour le transférer sur le véhicule, on a besoin de connecteurs. Et c'est ce sur quoi nous avons travaillé. Aujourd'hui, les standards existent. Les profils de raccordement pour ravitailler les véhicules existent. Ce sont des profils qui sont normalisés au niveau international. Donc, ce sera la même chose au Japon, en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Tout ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à apporter des solutions pour que les constructeurs puissent construire des véhicules et que les fabricants de stations puissent apporter ces stations à ces utilisateurs de véhicules hydrogène. Merci José. Alain Auffray, en tant que directeur technique de Pracartis en général et de Précise en particulier, tu connais bien le sujet de l'hydrogène. Hein. Parle-nous de votre expérience dans ce domaine. Alors, notre cœur de métier, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est les électrobroches. C'est des moteurs électriques qui sont utilisés depuis 40 ou 50 ans sur des machines-outils, donc qui sont utilisés dans le domaine du fraisage ou de la rectification. Et donc, c'est faire tourner ces moteurs électriques à des très hautes vitesses. Donc, notre partenaire suisse, c'est aussi là un rapprochement franco-suisse, a décidé de développer il y a environ 10 ans avec l'EPFL un turbocompresseur basé sur des très hautes vitesses à partir d'un moteur électrique qu'on voit sur la vue. Donc, ce turbocompresseur est un maillon de la pile à combustible. C'est lui qui va amener l'air ambiant avec son oxygène dans la pile à combustible. L'innovation de ce compresseur, c'est que pour l'hydrogène, nous avons besoin d'un air très pur, sans particules, sans huile, sans graisse, contrairement aux turbos classiques qui sont utilisés dans les moteurs thermiques. Donc, il a fallu repenser complètement le turbocompresseur actuel avec des paliers à air dynamiques qui sont des petites rainures usinées sur l'axe qui permettent de faire voler, je dirais, flotter le rotor qui va être entraîné jusqu'à des vitesses de 150 000 tours. Donc, il existe toute une gamme pour comme on a dit tout à l'heure, pour les gros véhicules et les petits véhicules en allant du petit compresseur au gros compresseur. Donc, aujourd'hui, l'hydrogène est en train de démarrer en Europe assez fortement en étant tiré par l'Allemagne. La France suit ces sujets-là et nous espérons industrialiser complètement ce compresseur. Il existe aujourd'hui, il est fabriqué entièrement en Suisse avec un volume de 500 pièces par an environ. Et il est beaucoup trop cher pour une utilisation de masse. Donc, j'espère qu'en Haute-Savoie, on sera capable de l'industrialiser, de le fiabiliser en réduisant les coûts de fabrication par 10. Donc, c'est un beau challenge pour nous. Merci Alain. Merci à tous les deux. Alors, comme je l'ai dit, hein, nous, dans le cadre de notre réflexion sur l'animation des chaînes de valeur avec SIM, nous étions conscients de l'importance de ce sujet. Nous avons donc organisé une conférence en septembre dernier que tu as animée, Alain, à l'époque, qui a rassemblé près de 60 participants. Et à l'issue de cette présentation, nous avons proposé la formation d'un club hydrogène qui a immédiatement intéressé 25 entreprises, qu'on a réunies pour 15 d'entre eux dès le mois de février, c'est le 4 février dernier. On s'est monté au salon Evolution, le salon de l'hydrogène à Paris, où il y avait tous les grands acteurs, ce qui a permis de commencer à fédérer ce club.
Et puis, face aux annonces du plan de relance, la formalisation du club a eu lieu. Hein. Il regroupe aujourd'hui 35 entreprises. Alain, tu as accepté d'être candidat à la présidence de ce club. Hein, candidat. Alors, président, c'est pas un président qui coupe des rubans, c'est un président animateur qui fait le boulot. Et je te remercie de l'avoir accepté. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les objectifs et le fonctionnement du club? Voilà, donc nous avons fait une première réunion qui était très intéressante au sein du club et nous avons vu qu'on n'était pas tous au même niveau de connaissance sur l'hydrogène. La région Auvergne-Rhône-Alpes est déjà très présente dans cette activité avec des grandes sociétés qui sont entre autres McPhy, Attaway et Symbio, et même des PME locales qui sont déjà très en avance et d'autres qui ne connaissent pas encore ce marché futur. Donc, on a décidé de donner des points clés. Donc, l'idée de ce club, c'est tisser un réseau avec Mont-Blanc Industrie, SIM en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est monter en compétences. L'idée, c'est d'aller sur des salons, de visiter ces grandes entreprises qui sont déjà en avance et d'effectuer des conférences d'information qui vont être de l'ordre, j'espère, de 3 à 4 par an à divers endroits. L'idée principale, c'est stimuler l'innovation et faire émerger des projets R&D afin d'accéder des leviers de financement. Donc, l'argent dans l'hydrogène va arriver, est en train d'arriver au niveau des régions, au niveau de l'État et aussi au niveau de l'Europe. Quelles sont les modalités pour être membre? Alors, tous les gens, toutes les sociétés qui font partie du Club Mont-Blanc sont les bienvenus à ce club. Dans la mesure, effectivement, où elles partagent les objectifs du club et la charte de fonctionnement. José Stobli a accepté de parrainer le club hydrogène et on l'en remercie. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive Stobli dans cette action de soutien et de participation? Oui, ce qui nous motive, déjà tout d'abord, c'est que Stobli, c'est une entreprise du département qui veut accompagner ce mouvement. Il est évident que pour nous, cette filière, elle va progresser. On le voit un petit peu en Europe et ça bouge énormément en Asie. C'est le cas en Chine et en Corée. Donc, on veut à tout prix participer de ce marché-là et on ne pourra pas le faire tout seul. On fait beaucoup appel à la sous-traitance et on aura besoin des compétences dans ce marché. Ce sont des compétences qui sont quand même assez élevées. On a des produits qui tiennent des pressions très importantes. On monte jusqu'à 960 bars en pression d'épreuve, voire un peu plus. Donc, on a vraiment besoin de compétences locales pour nous accompagner sur ces marchés-là à l'échelle planétaire. Merci, merci beaucoup. Alors, la suite c'est quoi? La suite, c'est d'abord 15 groupes de travail ont émergé de la réflexion du club qui s'est tenue il y a 2 semaines. Donc, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'intérêts. Va falloir rationaliser, hein. On ne peut pas lancer 15 groupes de travail opérationnels, on va rationaliser, regrouper en cohérence également avec les thématiques de SIM, parce qu'on cherche à avoir l'articulation au niveau régional au travers de SIM et des grades de SIM. Il y a aussi un club qui se monte, une volonté de club qui se monte à chez Mécabourg et il faudra qu'on puisse travailler ensemble. Et donc, une fois rationalisé, lancer ces groupes de travail avec des pilotes. Et puis, tu l'as dit, des conférences, on a pu faire contribuer, et on l'en remercie, Bertrand Bello, qui est monsieur hydrogène du CETIM, qui est à Senlis, au dernier club, et qui est complètement OK pour venir faire une conférence sur le sujet à la rentrée. On parle également de visites et de partenariats. On a déjà EDF, le centre d'ingénierie hydraulique Monde d'EDF, qui est à Bourget-du-Lac, qui nous a contactés et il pilote l'hydrogène pour EDF au niveau monde. Voilà, donc on va les rencontrer, on va voir dans quelle mesure on peut après faire une visite. On peut parler également des acteurs régionaux, hein, il y en a beaucoup. On a parlé de Symbio Fuel Cell, avec Michelin, bien sûr, derrière. Hein, Michelin qui est
une grande entreprise de CIM, hein, très partie prenante de CIM, Attaway également. Donc voilà, tout ça va se construire et en tout cas, pour l'instant, il y a une belle dynamique, un beau démarrage. Et merci aux partenaires du club, donc le CETIM, j'ai cité, l'Observatoire stratégique de la sous-traitance également, hein, qui nous est très utile. Et puis l'Université Savoie-Mont-Blanc qui a quelques laboratoires également qui travaillent sur, Nicolas Forestier en a parlé, sur la transition énergétique. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on n'a pas parlé de la charte. C'est pas très grave. Voilà, on l'a affiché. Didier, oui. Didier Bouvet a une question. Alain, tu parlais de financement État, région, etc. Sur ce projet. Je suppose que c'est des dossiers un petit peu complexes à remplir. Est-ce que c'est des choses qui sont, je veux dire, avec des réponses horizon 3 mois, 6 mois, 1 an? Ou est-ce qu'il y a une vraie dynamique et que c'est des réponses que vous aurez rapidement? Je pose la question pour savoir si tu sais qu'on travaille sur un autre dossier avec la région et je trouve que les réponses dans cette période sont très longues, alors que par ailleurs, on entend un certain nombre de fonds qui se développent à vitesse grand V. Et je voulais juste savoir le timing et si ce timing ne te convenait pas ou ne vous convenait pas, est-ce qu'il y aurait moyen de l'insérer dans un autre type de projet avec un timing beaucoup plus rapide? Concernant l'hydrogène, on a eu un appel à projet qui nous concernait directement. On a dû le monter en 1 semaine et la réponse va arriver tout de suite. Donc c'est très rapide. Visiblement, le gouvernement veut aller très vite. L'Allemagne a mis 9 milliards, la France a mis 150 millions. Mais on doit, pour l'instant, mais je pense qu'on doit rattraper notre retard et aujourd'hui, l'Europe est très en retard par rapport à l'Asie. Le Japon, même la Chine est très en avance. La Californie, l'Australie. Et je pense qu'il y a une vraie ambition du gouvernement d'aller vite dans ce secteur d'activité et j'espère de produire aussi de l'hydrogène vert parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas du tout vert. Donc, pour répondre à ta question, je pense s'il y a des sociétés qui voient des appels à projets, il faut y aller le plus vite possible parce que les réponses iront très vite. Un petit complément au niveau régional, il y a un plan hydrogène hein, avec un certain nombre de pôles de compétitivité qui sont partie prenante et CIM a tout à fait une raison d'être pour coopérer en termes de fournisseurs de systèmes mécaniques intelligents, en termes d'offreurs de solutions pour ces marchés-là. Donc c'est en cours également. D'autres questions sur le chat? S'il n'y a pas d'autres questions, ici l'espace table ronde, à vous les studios. Michel, pour la conclusion. Je vais essayer d'être efficace. Il est 58, on va essayer de terminer à 19h ou 19h02. Concrètement, je pense que vous l'avez compris, Montblanc Industrie est un acteur de notre écosystème. Montblanc Industrie est plus fort que jamais. Je pense que concrètement, face à la période que nous vivons, il faut être lucide. Je crois qu'on vit un changement d'époque avec une simultanéité de crises sanitaires, sociales, économiques, géopolitiques. Je ne sais pas si vous savez, mais actuellement, l'Inde et la Chine sont en conflit armé. Donc, l'Inde ne peut, il n'y a plus d'échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine à ce jour. Et bien sûr qu'il y a aussi l'aspect climatique et c'est d'actualité plus que jamais. Et comme le disait Karine, il faut être solidaire. Tous ensemble, on est beaucoup plus forts. Et puis face à cette situation, il faut être audacieux. Je rappelle que la crise, les 2 caractères chinois pour définir la crise, c'est danger et opportunité.
Donc l'audace, ce n'est pas être téméraire, c'est en conscience des risques, on agit, on dépasse ses limites. Si on parle d'entreprise, d'organisation, on se réinvente. Et c'est là où il faut être agile. L'agilité, c'est agir sans attendre et en même temps prendre le temps de la réflexion. C'est ce qu'il faut que nous fassions individuellement et collectivement, avec humilité, sans écho, sans chapelle. Et c'est plus vrai que jamais. Quand je parle d'agilité, je pense, et vous savez que c'est mon dada, je le dis peut-être à chaque fois, ceux qui connaissent connaissent bien, actuellement, dans le monde actuel, dans cette époque en mutation, ce ne sont plus les grands qui battent les petits, hein. Ce sont les rapides qui battent les lents. Et donc, c'est plus le système pyramidal et hiérarchique. On parlait de certains secteurs où il y avait encore des supply chains qui étaient gérés par les donneurs d'ordre de cette façon-là, sans respect pour les membres de leur supply chain. Mais c'est le mode collaboratif en réseau qui permet d'être performant. Donc concrètement, vous avez vu Montblanc avec la toute petite équipe qu'elle est, tout ce qu'elle a pu faire en 2019 et en 2020. Vous avez vu que membre du réseau SIM, et je salue encore SIM, quelle initiative, nous sommes beaucoup plus forts aujourd'hui qu'hier. Nous sommes armés pour contribuer à notre écosystème, à son évolution, avec tous les partenaires habituels. Concrètement, j'entendais une question tout à l'heure en disant coopétition avec un autre territoire. Quand il va falloir agir pour avoir des actions concrètes, vous en avez vu une première, avec hydrogène, mais il y en a plein d'autres. Il faudra définir en effet le territoire. C'est à minima pour moi la Haute-Savoie. Est-ce que c'est la Savoie? Point d'interrogation. En tout état de cause, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en réseau avec les autres territoires industriels Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, SIM peut contribuer, peut aider, comme d'autres organisations. Je pense à CETIM, je pense à TESAM et d'autres. Peut contribuer à des plans d'action et à ce travail en réseau. Et au-delà de nos frontières. On parlait tout à l'heure du Genevois, ça peut être l'Italie. On ne peut pas rester seul en autarcie. Il faut travailler de toute façon en réseau. Et tous les acteurs de nos territoires doivent agir. Concrètement, on a déjà travaillé avec certains membres de MBI et avec Laurent, que beaucoup d'entre vous connaissent, apprécient, tous ceux notamment qui ont travaillé dans le cadre d'Excellence, Label Excellence. On a déjà travaillé sur qu'est-ce que pourrait être l'aide, la contribution, non seulement de Montblanc Industrie, mais des autres acteurs sur le moyen et long terme. Le moyen et long terme, c'est maintenant, quoi, c'est dans les quelques mois et années à venir pour trouver de nouvelles activités en fonction de leur savoir-faire et comment, sur ces bases-là, comprendre quelles transformations ils doivent faire et les aider à déployer ces transformations. Ce qu'a su faire toujours, et on revient sur l'ADN de Montblanc Industrie. Cette ébauche de plan avec axe méthodologique, on l'a proposé sur un certain nombre de partenaires. Je pense à TESAM, je pense à CETIM, je pense à ID Center. Bref, on les a proposés. Et je pense aux universités, à la fondation, j'en oublie, et on a un retour positif. Donc bien sûr que c'est un plan large, vous avez compris, un territoire à définir, toute industrie, en collaboration avec d'autres secteurs. Vous avez entendu tout à l'heure Upcirclave. Quand on est sur un territoire, on ne peut pas se dire on n'est qu'une seule industrie, il faut fonctionner avec les autres acteurs. Donc on peut contribuer, Montblanc, à ce réseau-là. Bien évidemment, ça intégrera d'autres initiatives qui sont déjà en cours ou dont sont en gestation. Je pense à Pierre, Étienne, Laurent par rapport à ID Center pour la partie de la vallée de l'Arve. Je pense à Stradec notamment et peut-être d'autres. Et bien sûr que ça intégrera des acteurs, beaucoup d'acteurs
les organismes partenaires dont j'ai déjà cité, ça peut être les universités, déjà cité, les syndicats professionnels, les acteurs publics, les acteurs de filières spécialisées, les banques, rappelez-vous, Capital Arve Industrie, le succès que ça a eu au moment de créer des alliances, qui est un point clé, on l'a vu tout à l'heure. Et ça, il faut le faire. Vous avez vu que, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais dans le dernier observatoire, la conclusion, 80% des entreprises, donc 80% de 350, veulent des actions collectives. Elles veulent, pour 50%, des actions collectives qui leur permettent d'être performants aujourd'hui, plus performants aujourd'hui, très court terme. Et elles veulent, 40%, être déjà dans l'innovation, dans la transformation. On ne peut pas l'ignorer, et c'est un devoir. Et là, il n'y a plus de chapelle, il y a tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, toute organisation. Voilà, c'est un plan ambitieux. Montblanc Industrie, il n'y a pas beaucoup de pétrole, d'accord, mais pas mal d'idées à partager avec les uns, avec les autres. J'espère concrètement que notre écosystème relèvera ce défi. Nous sommes un très, très beau écosystème. Et encore une fois, il y a plein d'opportunités. On peut être encore plus fort à condition qu'on agisse ensemble. Avant de conclure, je voudrais encore une fois féliciter et remercier la petite équipe. Vous faites un boulot fantastique. Tous les trois, tous les quatre. Et là, je vous regarde. Du plaisir des yeux, je vous regarde. Et puis, concrètement, MBI, c'est nous tous. Donc, MBI, nous sommes forts, mais si nous travaillons avec les autres, et si les autres travaillent avec nous, ensemble, tous membres de l'écosystème, organisation, il faut que nous travaillions ensemble. Bonne soirée. Eh bien, merci à tous. Merci à ceux qui ont suivi l'Assemblée générale en visioconférence. Hélas, vous n'êtes pas avec nous pour participer à la suite. On pensera à vous, un verre à la main, puisqu'on va, prendre le verre de l'amitié, un peu plus d'ailleurs. Merci à tous.